Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aussi nombreux pour cette première conférence de l'après-midi, où nous allons débattre autour d'une question avec 4 intervenants. 3 sont présents sur scène autour de moi et 1 sera en visio. Et nous allons donc nous intéresser aux règles budgétaires européennes. Quelles règles budgétaires européennes pouvons-nous mettre en place après la période de Covid que nous avons connue et qui a remis en cause un certain nombre de paradigmes, on va dire. Alors je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer au débat. Pour cela, il suffit d'envoyer un SMS au numéro qui doit s'afficher quelque part. Je ne sais pas où il va être affiché à un moment. Donc vous pouvez envoyer vos questions par SMS. Elles seront synthétisées sur cette tablette et je pourrai les poser aux intervenants. Alors, avant de vous présenter nos intervenants, on va peut-être remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, nous allons aujourd'hui nous intéresser au cadre budgétaire européen. La crise du Covid a conduit Bruxelles à suspendre ce cadre pour permettre aux États de faire face à cette crise. Et ça a été également l'occasion de remettre sur la table le débat autour de ces règles qui ont été beaucoup critiquées pour leur complexité, voire pour leur inapplicabilité, excusez-moi. Et donc la Commission a présenté la semaine dernière ses propositions de réforme. Nous allons en parler, nous allons nous poser un certain nombre de questions. La première d'entre elles, c'est qu'avec l'augmentation des déficits et des dettes publiques que nous avons connues ces dernières années, est-ce que ces règles budgétaires doivent nous conduire, oui ou non, à un retour rapide à l'équilibre des finances publiques? D'autres questions se posent également. Aujourd'hui, nous avons besoin de nombreux investissements, notamment dans le domaine de la transition écologique. Comment faire pour avoir des règles budgétaires qui laissent aux États des marges de manœuvre? Et donc, au final, quels doivent être les objectifs de ce pacte et quelle doit être la coordination entre les États membres d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Donc voilà un petit peu toutes les questions que nous allons essayer d'aborder avec les intervenants autour de moi. Alors je vous présente tout d'abord à ma gauche Agnès Benassi-Kéré. Bonjour. Donc Agnès, vous êtes chef économiste à la Direction générale du Trésor et en congé de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et de l'École d'économie de Paris où vous étiez professeur d'économie. Et donc vos recherches portent principalement sur le système monétaire international et sur la politique macroéconomique en Europe. Ensuite, à ma droite, Nicolas Carnot. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur des études et synthèse économique à l'INSEE depuis février 2021 et auparavant vous étiez au cœur du réacteur puisque vous avez travaillé à la Commission européenne, notamment en tant que conseiller auprès du directeur des politiques budgétaires et du Policy Mix, et vous avez notamment écrit dans les domaines de la macroéconomie, des finances publiques et de l'union économique et monétaire. Et ensuite, tout à ma gauche, Jérôme Kriel, bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP Business School et directeur du département des études de l'Observatoire français des conjonctures économiques, donc l'OFCE. Et vous êtes un spécialiste de l'intégration européenne et des dimensions budgétaires, financières et monétaires de la zone euro. Et ensuite, en visio, qui devrait apparaître sur l'écran, bonjour, Paul Degros, bonjour et bienvenue. Donc vous êtes professeur à la London School of Economics. Vous avez également été membre du Parlement belge de 1991 à 2003. Vous avez été chercheur invité à la Banque du Japon, au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et à la Banque centrale européenne, et vous êtes aujourd'hui chercheur invité à la Banque d'Angleterre. Alors voilà pour la présentation de nos intervenants. Je vais vous rappeler les règles du jeu. On va commencer par un propos introductif de 7-8 minutes chacun. Et ensuite, nous débattrons tous ensemble des divers sujets évoqués et nous répondrons également aux questions du public. Alors, je vais me tourner en premier vers Nicolas Carnot pour commencer cet échange et je vais vous poser une question qui peut paraître bête au premier abord, mais qui est pourtant importante. Pourquoi avons-nous besoin de règles budgétaires ?
Oui, donc bonjour à tous. Donc, je ne m'exprime pas vraiment en tant qu'INSEE, ni au nom des institutions auxquelles j'ai pu appartenir avant, mais plutôt à titre personnel. Donc effectivement, je pense que le point de départ, comme ces règles budgétaires sont souvent mises en question, c'est de rappeler quel en est le fondement, quelle en est la raison d'être. Alors, comme vous le savez, ces règles, elles visent avant tout à limiter les déficits et les dettes. Il y a des raisons, indépendamment de l'union monétaire, de maîtriser l'endettement public, mais en l'occurrence, il y a des raisons spécifiques à l'existence d'une monnaie commune, de l'euro, pour se doter de règles de discipline budgétaire communes. Donc on peut citer deux raisons, je pense, à cela. La première, c'est la stabilité de la monnaie, c'est souvent mis en avant. L'idée, c'est d'éviter de se retrouver dans une situation où la politique monétaire finit par être subordonnée au financement de la politique budgétaire, ce que les économistes qualifient souvent de situation de dominance budgétaire. Et dans une telle situation, la politique monétaire n'aurait plus pour objectif le contrôle de l'inflation, qui est a priori sa mission. Donc ça, c'est la première raison souvent mise en avant, stabilité monétaire. La deuxième, qui est en partie liée d'ailleurs, c'est d'éviter de se retrouver dans des situations de crise de la dette dans certains pays. On en a eu l'expérience d'ailleurs. Parce que ça crée des problèmes systémiques à l'échelle de la zone. En général, quand un pays est en difficulté financière, on essaye de s'en tirer en faisant une combinaison de prêts et puis de politiques d'austérité budgétaire. C'est déjà assez compliqué, assez douloureux comme ça. Mais ça peut être pire que ça. In fine, on peut être conduit à des choses qui sont vraiment problématiques. Par exemple, des transferts budgétaires explicites, donc au-delà de prêts, d'aide financière, des transferts budgétaires entre États membres qui posent un problème dans la mesure où on n'est pas dans une configuration institutionnelle d'union budgétaire. Donc c'est quelque chose qui pourrait être concevable, mais qui pose un problème institutionnel et politique, en tout cas qui soulève une question. Ou alors des plans d'austérité encore plus massifs et brutaux, et puis encore pire, la possibilité de défaut, voire la possibilité de sortie d'un membre de la zone euro, ce qui serait politiquement une grave défaite. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des bonnes raisons, effectivement, de se donner des règles de prudence budgétaire communes pour prévenir ces risques systémiques. Voilà, une fois qu'on a dit ça, la deuxième question, c'est, et puis j'en traiterai pas 10, la deuxième question, c'est quel contenu on donne, et en particulier, puisque l'objet, c'est de prévenir les endettements excessifs, comment on caractérise ces situations d'endettement excessif. Alors, c'est là que les choses se compliquent, parce que, disons, il y a des éléments d'accord ou de consensus entre les économistes sur ce qui peut caractériser un endettement excessif, mais on ne peut pas non plus dire que ce soit totalement consensuel. Alors, ce qui est quand même assez mis en avant, c'est un critère opérationnel autour du fameux ratio dette sur PIB, dette sur produit intérieur brut, donc endettement public sur produit intérieur brut. Ça a relativement du sens. Pourquoi ? Parce que le PIB, malgré toutes ses limites, est un bon indicateur de la capacité publique à lever des ressources financières et donc à garantir le service de la charge de la dette. Cela étant, il n'y a pas forcément d'indication claire d'un niveau cible souhaitable ou d'un seuil de dette. Bon, on sait qu'il y a ce débat autour du critère de 60% de PIB. En fait, les seuils de risque ils varient en fonction de tout un tas de paramètres propres au pays, propres aux circonstances nationales et internationales, donc c'est extrêmement difficile de résumer ça. Néanmoins,
l'idée générale, qui est un peu consensuelle malgré tout, c'est qu'un critère opérationnel, c'est stabiliser le ratio de dette à moyen terme, avec l'implication que quand il est relativement élevé, je ne précise pas exactement ce que ça veut dire, quand il est relativement élevé, ça veut dire qu'il doit baisser ce ratio de dette dans les périodes hors crise, pour qu'il puisse éventuellement, qu'on ait des marges et qu'il puisse éventuellement augmenter dans les périodes plus compliquées. Donc ça implique bien une baisse de ce ratio de dette, au moins quand celui-ci est relativement élevé pour commencer. Je vais terminer assez vite, juste pour dire que donc ça a relativement du sens à mon avis. Ça ne veut pas dire que la dette ou les déficits, c'est des bons objectifs à court terme, ça c'est plutôt des objectifs de moyen terme. Il y a toute une question après, on va y venir je pense, sur l'opérationnalisation de ça, donc l'histoire de... ça peut avoir plus de sens de raisonner en dépenses et en prélèvements obligatoires à court terme notamment. Et puis peut-être un tout dernier point, pour dire que vous voyez que ces règles budgétaires, elles sont vraiment macroéconomiques. Donc là, j'ai parlé d'agrégats de finances publiques macroéconomiques. On rentre pas, la logique qui est à l'œuvre, c'est pas forcément de rentrer beaucoup dans la composition des finances publiques, donc la nature des dépenses publiques ou le choix des prélèvements obligatoires. Une justification à ça, c'est qu'on est dans un système de règles multilatérales où on essaie de se concentrer sur l'essentiel et de ne pas être trop intrusif. Cela dit, c'est aussi un débat de savoir dans quelle mesure il est opportun ou pas de rentrer dans ces questions de qualité des finances publiques. D'accord, merci beaucoup. Ça nous offre déjà quelques pistes sur lesquelles on pourra rebondir après avec les autres intervenants. Je me tourne maintenant vers Paul Degros, qui est en direct de Londres, si je ne me trompe pas. Bonjour Paul, bienvenue. Voilà, on vous entend, c'est bon. Et donc la question... Merci beaucoup. La question que je voulais vous poser peut-être en premier, on l'a dit, ces règles ont été beaucoup critiquées ces dernières années. Pourquoi ? Quels sont les problèmes qui se posent avec les règles actuelles, avec le cadre budgétaire actuel ? J'ai fait une petite présentation. Est-ce que je pourrais... ça s'appelle ici Share Screen. J'aimerais faire ça. Vous pouvez partager l'écran ? Oui. Oui. Voilà. Donc, quelle discipline budgétaire dans une zone monétaire, c'est la question que je voudrais développer. Et préalablement, je voudrais donner quelques statistiques sur l'évolution de la dette dans la zone euro par rapport à d'autres pays. Alors ici, je montre le ratio de la dette publique par rapport au PIB depuis l'an 2000. Et je compare la zone euro aux États-Unis et le Royaume-Uni. Et ce qui frappe quand même, c'est que pendant cette période de 22 ans, il semble avoir eu une plus forte discipline budgétaire dans la zone euro que dans ces deux pays anglo-saxons. On voit par exemple que l'augmentation de ce ratio a été nettement plus élevée. Et donc, tandis qu'au début de cette période, ce ratio était nettement plus élevé dans la zone euro, c'est l'inverse aujourd'hui. Donc, une autre façon de présenter tout cela, c'est d'avoir ici l'accroissement de la dette en pourcent du PIB. Et donc là, on voit par exemple que dans les pays anglo-saxons que je montre ici, il y a eu une augmentation de la dette publique près de 80%. Ce sont des points du PIB, donc. Tandis que dans la zone euro, ça se situe en dessous de 30%. Donc, il semble quand même qu'il y a un effort de discipline nettement plus élevé dans la zone euro que dans ces deux pays. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne. Alors, il y a certainement des pays problématiques dans la zone euro. C'est pourquoi je prends ici les pays à risque traditionnels, la Grèce, l'Italie, le Portugal, Espagne et tout ça, et je compare au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Et on voit en fait que le ratio de la dette publique de ces deux pays anglo-saxons se situe plus ou moins dans ce club de pays aujourd'hui qu'on appelle les pays à risque. La Grèce, bien sûr, est l'exception où ce niveau de la dette est quand même nettement plus élevé qu'autre part. Et là aussi, je représente la même information, mais en accroissement. Et là, ce qui frappe quand même, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni ont connu un accroissement de leur dette publique en pourcent du PIB qui est en fait supérieur à ce qu'on voit dans la plupart de ces pays à risque, supérieur au Portugal, Espagne et l'Italie. C'est quand même surprenant de voir cela. Donc, non seulement en moyenne, la zone euro semble avoir eu plus de discipline, mais il s'avère aussi que par rapport à ces pays à risque, à l'exception de la Grèce, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été moins disciplinés que ces pays que je présente ici. Alors, donc, c'est une situation assez remarquable quand même, étant donné que l'analyse traditionnelle nous disait que, en étant membre d'une zone monétaire, on a tendance à émettre trop de dette publique. Les raisons sont connues. Il y a l'effet de common pool, l'accès à un marché de capital plus vaste qui introduit des incentives, des stimulants à émettre trop de dettes, et lié à le no bailout, l'interdiction de sauvetage qui n'est pas crédible, il y a une création d'hasard moral. Donc, trop de pays voudront se lancer dans l'émission de la dette, étant donné qu'il y a aussi une attente de sauvetage si les pays se trouvent dans une crise de la dette. Mais apparemment, tout cela ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet, étant donné le fait que la discipline a été quand même assez intense dans la zone euro. Quelles sont les raisons? On pourrait bien sûr dire, voilà, ce sont les règles budgétaires qui ont eu un impact, qui ont en fait introduit une discipline dans les États membres. Peut-être, j'ai mes doutes, mais je voudrais quand même lancer une autre explication qui est en fait plus fondamentale, c'est que l'accès automatique au financement monétaire est éliminé dans la zone monétaire. Les États membres n'ont plus cet accès tel que les pays stand-alone, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou d'autres, qui ont leur propre banque centrale. Et voilà, tout cela introduit une contrainte budgétaire plus forte dans la zone euro que dans les pays ayant leur propre banque centrale. Je crois que ça a été un mécanisme qui a joué, qui explique pourquoi la discipline a été nettement supérieure dans les pays de la zone euro qu'en dehors. Quelles sont les implications pour la gouvernance budgétaire? Je voudrais énoncer quelques principes et on pourra aller dans plus de détails après, mais voici les principes. Tout d'abord, il n'y a aucune raison d'intensifier les règles budgétaires. Le parcours qui a été suivi par les pays de la zone euro ne demande pas une intensification. Et là, deuxième principe que je voudrais énoncer, c'est qu'il faut faire confiance aux États membres pour le maintien de la soutenabilité de leur dette. En fait, ils ont fait preuve de discipline dans le passé, à part la Grèce, aidés par la contrainte monétaire. Et le paternalisme implicite qui est dans les règles budgétaires actuelles, qui ont cette caractéristique de top-down, doit faire place à un système plutôt bottom-up. Et comment ce système bottom-up peut-il se réaliser? Là, je vois comme principe que chaque pays développe son propre parcours multiannuel de soutenabilité de sa dette et développe ce parcours qui, en fait, devrait être élaboré par le Conseil fiscal, Fiscal Council, que chaque pays aujourd'hui doit avoir. Et tout cela est présenté à la Commission. Un dialogue transparent est alors établi
pendant lequel la Commission formule ses commentaires et objections. Et voilà donc un élément de peer pressure qui doit être central dans cette évaluation. Ce que je fais ici, en fait, c'est inverser la chronologie qui a été proposée par la Commission dans ses propositions récentes de réforme dont on a fait allusion auparavant. Donc là, dans ces propositions, c'est en fait la Commission qui prend l'initiative à développer ce parcours multiannuel. Moi, je crois que plutôt, il faut faire l'inverse. C'est les États membres qui font le début, qui lancent cette initiative et alors, de cette façon, établissent un dialogue. Les procédures contraignantes, comme la Excess Deficit Procedure, les pénalités et tout cela, doivent être réservées aux cas extrêmes. Donc, comme conclusion, il me semble qu'il faut restaurer l'ordre démocratique dans les règles budgétaires. Dans la mesure où les décisions de taxation et de dépenses se font au niveau national. C'est le cas aujourd'hui. Donc, on peut rêver, bien sûr, d'une union budgétaire, mais nous ne l'avons pas. Et c'est aujourd'hui toujours le cas. Les décisions de taxation et de dépenses se font au niveau national. Et l'ordre démocratique veut que ces décisions se fassent dans les parlements nationaux. Et c'est à ce niveau-là que se situe la légitimité politique. Et l'interférence top-down par les institutions européennes dans ce processus démocratique fragilise la démocratie en donnant trop de pouvoir à des institutions qui n'ont pas de légitimité politique. C'est pourquoi, à mon avis, il est essentiel de développer des procédures bottom-up pour préserver cet ordre démocratique et en même temps, on donne plus de confiance aux États membres pour développer leur propre parcours de soutenabilité de la dette. Merci. Merci Paul Degros pour cette présentation. On pourra revenir dessus après pour en débattre avec les autres intervenants. Mais avant ça, je vais me tourner vers Jérôme Kriel pour avoir ses premières réflexions au sujet des règles budgétaires européennes. Et je voulais peut-être vous poser une question. Donc la Commission a présenté ses propositions la semaine dernière. Peut-être que vous avez une analyse à nous partager. Je peux essayer de démarrer. Merci beaucoup Philippine. Merci de modérer nos échanges. Je voudrais peut-être commencer par rappeler quelles sont les règles du pacte de stabilité et de croissance, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc les règles budgétaires que vous êtes venus écouter, elles sont au nombre de 5. Nicolas a parlé de 2 règles, mais elles sont actuellement 5. Le pacte de stabilité et de croissance est suspendu, mais je voudrais revenir sur les raisons qui vont motiver le fait de réformer ce pacte de stabilité et de croissance. La première règle, donc, c'est la règle du déficit public, la différence entre toutes les dépenses de l'État et de ses collectivités territoriales, de la sécurité sociale, moins toutes les recettes fiscales. Ce déficit doit être inférieur à 3% du PIB. La dette publique d'un État doit être inférieure à 60% du PIB. Les États membres doivent converger vers l'équilibre budgétaire à moyen terme. Les États membres doivent respecter une règle du 20e. Chaque année, ils doivent réduire d'un 20e l'écart entre leur dette publique et la cible de 60% du PIB. Et si un État membre est en situation de déficit excessif, il doit améliorer son déficit structurel, son solde structurel de 1,5 point de PIB potentiel chaque année. Ça fait 5 règles et ça explique les raisons pour lesquelles on vous disait, et Philippine vous disait, que ce système est très complexe. Il est extrêmement complexe. La raison qui va sans doute prévaloir au fait qu'il faille changer ces règles, ce n'est pas juste la question de la complexité, du manque de démocratie derrière la gestion de ces règles, et je pense qu'il faudra y revenir, ce que vient déjà de faire Paul de Grauw. Et il faut aussi rappeler qu'il y a sans doute eu un changement de paradigme par rapport à la façon dont les économistes, mais surtout les gouvernements, ont envisagé la question des politiques budgétaires. Lorsqu'on a décidé d'avoir d'abord des critères de convergence pour adopter l'euro, les fameux critères de Maastricht
dans lesquels figurent les critères de déficit à 3% et de dette à 60% du PIB, on avait à ce moment-là une vision assez restrictive ou étroite des bienfaits attendus de la politique budgétaire. On s'attendait à ce qu'en cas de crise économique, on puisse laisser filer les déficits publics, qu'on indemnise les chômeurs si par malheur il y avait eu plus de chômeurs, qu'on laisse baisser les recettes fiscales parce qu'il y avait moins d'activité, on laissait jouer les stabilisateurs automatiques. Mais le déficit public, lui, il devait être modifié, il devait être limité à 3% du PIB. L'idée sous-jacente était quand même de dire que la politique budgétaire discrétionnaire était jugée peu efficace, sinon inefficace. Et si on croit, ou si on croyait dans cette histoire, il était assez légitime de se dire qu'on laissait jouer les stabilisateurs automatiques pleinement et on essayait d'aboutir à l'équilibre budgétaire par temps calme, par la réduction des dépenses structurelles. Ce consensus, s'il n'a jamais existé, mais il a suffisamment existé pour qu'émergent ces critères de finances publiques, dits critères de Maastricht, qui vont être transformés en règles de bonne conduite budgétaire avec le pacte de stabilité et de croissance. Donc les Italiens, quand ils vont faire des sacrifices budgétaires pour rentrer parmi les premiers dans la zone euro, n'ont peut-être pas compris initialement qu'il faudrait qu'ils respectent aussi les mêmes règles lorsqu'ils seraient dans la zone euro. Mais les Européens décident de proroger ces règles et de les complexifier par les deux autres règles que j'évoquais tout à l'heure. Sauf qu'est arrivée la crise de Covid. Il est arrivé beaucoup de choses. Il y a une succession de crises financières, de crises de dette souveraine ou soi-disant de dette souveraine, et puis la crise de Covid, qui a montré certainement une chose, qu'on n'aura jamais, bien qu'on n'aura jamais de contrefactuel, on ne saura jamais ce qui se serait passé si on avait réagi différemment, certainement. Mais il semble que prévale désormais l'idée selon laquelle les politiques économiques qui ont été mises en œuvre à partir de mars 2020, de manière extrêmement rapide, ont aidé nos économies à sortir de cette crise de Covid-19. Elles ont aidé à nous faire supporter le coût économique et social du confinement dans lequel on a été pendant de nombreuses semaines en France et à de multiples reprises. Donc ce à quoi je veux venir, c'est à l'idée que les règles définies lors du traité de Maastricht au début des années 90, prorogées en 1997 dans le cadre du traité d'Amsterdam, qui ont été annexées au protocole sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces règles sont caduques dans un monde qui croit un peu plus désormais dans l'utilité des politiques budgétaires, parce qu'elles se sont révélées certainement efficaces à nous faire passer la crise de Covid-19. Et cela sans compter tous les enjeux que nous avons à relever désormais, comme le verdissement de nos économies, la transition écologique, la digitalisation de nos économies. C'est donc une des raisons sans doute essentielles à la volonté de la Commission européenne de réformer les règles et, de mon point de vue, je pense qu'on partagera ce point de vue, à la nécessité de réformer ces règles. Donc vous m'interrogiez sur les propositions de la Commission européenne de la semaine passée, mercredi dernier. Donc là, je dressais un contexte un peu large, j'en suis désolé. Que propose la Commission? Les règles sont complexes, elle propose de les simplifier. Ça c'est tranquille, c'est super. Alors elle va les simplifier, mais elle est quand même tenue, elle n'a fait pour l'instant qu'une communication, et on est encore loin d'un accord. La simplification, elle ne pourra pas porter sur le fait de retirer le critère de déficit public à 3% ou le critère de dette publique à 60% du PIB. Car pour les modifier, il faut rouvrir le traité. Et rouvrir le traité, ça implique de renégocier à 27 États membres sur ce qu'on avait négocié à 12 lorsqu'on était au début des années 90 en Union européenne. Donc c'est ouvrir la boîte de Pandore de la renégociation des traités, et il semblerait que la Commission n'en ait pas l'intention à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'elle va proposer? Elle va proposer de conserver les critères de déficit et de dette publique, mais de remplacer la règle portant sur le solde structurel, le demi-point de PIB de réduction par an lorsqu'on a enfreint la règle sur le déficit total, et de se débarrasser également de la règle du 20e, cet écart d'un 20e entre la dette que vous auriez et les 60% de dette publique. Paul de Grave vient de montrer à quel point les dettes ont augmenté, et
12 États membres sur 27 aujourd'hui ont un ratio de dette sur PIB qui est supérieur à 60% du PIB, ce qui réclamerait de leur part de le réduire d'un 20e par an. Donc cette règle, elle va disparaître et elle va être remplacée par une règle portant sur les dépenses primaires. Et donc ces dépenses primaires, ce seront les dépenses des États dont on déduira les charges d'intérêt sur la dette émise jusque-là et dont on déduira également toutes les dépenses liées à l'indemnisation du chômage. Donc cette proposition de désormais suivre une cible de dépenses primaires permettant de réduire le ratio de dette sur PIB préserve intégralement les politiques sociales des États membres qu'ils voudraient mener pour indemniser leurs chômeurs. Donc c'est une marge de manœuvre complémentaire à celle qui pouvait exister jusque-là. Donc ça, c'est un premier point. Le problème, cependant, c'est que la Commission européenne envisage qu'il faille faire des scénarios de retour au ratio de dette publique sur PIB à 60%, à un horizon certes long, qui réclame cependant de raisonner toujours sur la base de ce que les économistes qualifient de solde structurel primaire. Primaire pour hors charge d'intérêt, solde structurel pour solde public, la différence entre les recettes fiscales et les dépenses publiques, corrigée des variations cycliques, donc préservant l'utilisation pleine et entière des indemnisations chômage. Mais pour calculer ce solde structurel primaire, il faut savoir calculer la différence entre ce qui nous arrive, donc le produit intérieur brut, c'est un indicateur très discuté, mais donc on continue d'avoir besoin, en tout cas dans cet exercice, donc la différence entre ce qui nous arrive, le PIB, et un PIB qu'on qualifie de potentiel, une sorte de PIB maximal qu'on pourrait atteindre sans engendrer de pressions inflationnistes. Ce PIB potentiel n'existe pas. Il n'est pas calculable, il est estimable, mais il n'existe pas en tant que tel. Et il pose de nombreuses questions dans la mesure où il peut être utilisé et instrumentalisé de telle sorte à imaginer qu'on a plus ou moins de croissance potentielle et de PIB potentiel pour raconter ce que l'on veut sur le solde structurel primaire. Ce que je vous dis est sans doute beaucoup trop complexe et mériterait des développements qu'on n'a forcément pas le temps de faire ici. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que cette notion de PIB potentiel est ultra complexe et qu'elle est maintenue dans une proposition de simplification. Ça pose un problème. Deuxième point de la proposition de la Commission européenne, elle souhaite, et là ce serait une avancée majeure, adapter les cibles de dépenses primaires aux besoins effectifs des États membres, c'est-à-dire qu'on puisse poursuivre des politiques budgétaires différentes d'un pays à un autre selon les besoins qu'auraient ces États de mener des réformes structurelles ou de faire des investissements publics. Donc ça va plutôt dans la bonne direction. Une autre direction, c'est de relier les questions budgétaires avec d'autres types de déséquilibres qui peuvent survenir dans une économie. Un niveau de chômage trop élevé, un taux d'emploi des jeunes trop faible, une inflation salariale trop élevée, un endettement privé trop grand, tout cela et des déficits commerciaux ou des excédents commerciaux trop élevés. La proposition de la Commission veut essayer d'être cohérente avec l'ensemble de la macroéconomie. Pas simplement avoir les yeux rivés sur les finances publiques, mais aussi sur le fonctionnement de l'économie privée. Et puis la dernière chose que propose la Commission, c'est d'assurer l'application des règles. Car en réalité, ce qui a été un problème au cours des années passées, c'est que très nombreux furent les pays qui n'ont pas respecté les règles en vigueur. Et désormais, la Commission européenne souhaiterait que ces règles européennes soient mieux appliquées, ce qui pose une question qui est celle de savoir si, lorsque ces règles n'étaient pas appliquées, les politiques budgétaires ont donc été excessives. Est-ce que ces politiques budgétaires excessives ont eu des effets nocifs? La réponse implicite de la Commission, c'est certainement oui. La réponse aujourd'hui un peu plus consensuelle des économistes, c'est de dire que les politiques budgétaires expansionnistes ont plutôt des effets expansionnistes sur l'activité économique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme Kriel. Je me tourne maintenant vers Agnès Benassi-Kéré. Donc, on a vu un petit peu avec nos autres intervenants que ces règles budgétaires visaient à s'assurer de la soutenabilité de l'endettement des États membres. Mais est-ce que ces règles budgétaires peuvent avoir d'autres objectifs ? Oui, alors merci.
Donc, les autres intervenants ont à peu près couvert le sujet. Hein. Nicolas a dit pourquoi il faut des règles. Paul Degros a expliqué en quoi les règles actuelles ne vont pas. Et Jérôme vient de nous expliquer en quoi les propositions de la Commission vont un peu, pas complètement, dans le bon sens. Alors, peut-être, je pense que c'est important que les règles budgétaires ne se couvrent pas de trop d'objectifs. Il y a un objectif de la règle qui est eh bien, la stabilité budgétaire, c'est la soutenabilité budgétaire, je veux dire. Et il faut que la règle soit compatible avec d'autres objectifs, mais il ne faut pas donner à la règle des objectifs différents de la soutenabilité. Je pense que ça, c'est un point important. Puisque on sait hein, que quand on donne trop d'objectifs à un instrument, on est à peu près sûr de les rater. Alors, peut-être que ce que je peux faire, c'est peut-être résumer un peu ce qui a été dit un peu à ma façon. Et peut-être dresser un portrait robot de ce que pourraient être de bonnes règles et, enfin, disons, des objectifs qu'on pourrait avoir d'une réforme des règles budgétaires et voir en quoi la proposition de la Commission va dans ce sens ou non. Donc, le premier objectif d'une réforme, c'est, Jérôme l'a dit, hein, c'est de se simplifier et rendre les règles plus transparentes, compréhensibles par les citoyens, notamment. On prend en général l'exemple du Vademecum de la Commission européenne, qui est un document que vous pouvez vous procurer sur Internet. Alors, il a un peu réduit ces derniers temps, mais il avait presque atteint 100 pages, qui explique comment appliquer les règles. Donc, c'est sûr que ce n'est pas simple, et je ne vais pas vous l'expliquer en 2 minutes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour simplifier ? Là, je ne suis pas totalement en accord avec ce que disait Jérôme. Je pense que le solde structurel, il passe vraiment au second plan. Il y a un pas très important qui est fait, qui est d'aller vers une règle en dépenses. Donc, on a un objectif de réduction de la dette publique. Et là, je ne suis pas non plus complètement en accord avec ce que disait Paul Degros tout à l'heure. C'est que, effectivement, quand on prend l'agrégat des pays de la zone euro, comme il y a un gros, qui est l'Allemagne, qui a beaucoup réduit sa dette entre les crises, on a l'impression que ça fait un peu des dents de scie. Mais en fait, là, en France, non, ça fait un escalier où à chaque crise, on prend 10 ou 15 points de PIB de dette et puis on ne réduit pas et la prochaine crise, on remonte, etc. etc. Donc, je crois que là, il y a quand même un sujet pour la France. Alors, donc, on a un objectif de réduction du ratio de dette sur PIB et, qui est pluriannuel, et puis on a une règle opérationnelle en dépenses. Et effectivement, c'est la dépense primaire, corrigée de l'assurance chômage et également corrigée de décisions en matière de fiscalité, puisqu'un gouvernement peut parfaitement choisir d'augmenter la fiscalité et d'augmenter les dépenses, ou de baisser la fiscalité et de baisser les dépenses. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment d'augmenter la dépense et baisser la fiscalité. On peut éventuellement faire l'inverse, mais pour l'activité économique, ce n'est pas génial. Alors, donc, on a cette règle en dépenses, et alors ça correspond à peu près à une sorte de consensus qui n'est pas total. Hein, je reviens d'Allemagne, et là, il n'y a clairement pas un consensus, mais il y a beaucoup d'experts pensent qu'en fait, une règle en dépenses, à la fois, c'est plus simple, et puis c'est mieux par rapport à la stabilisation de l'activité. Alors, c'est plus simple pourquoi ? Vous avez une croissance qui, mettons dans le long terme, serait de 1,3%, et vous avez trop de dettes, un ratio de dette sur PIB qui est trop élevé. Et il faut donc que les dépenses augmente moins vite que le PIB. Il faut que le numérateur augmente moins vite que le dénominateur. Et donc, on va fixer, par exemple, au hasard, une hausse des dépenses en volume de 0,6%. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Hein. Si on a trop de dettes, il faut dépenser moins. Enfin, il faut que l'augmentation de la dépense soit moindre que l'augmentation du revenu. C'est quand même quelque chose qui est compréhensible par tout un chacun. Alors, là où ça ne va pas complètement, je trouve... Alors, pourquoi c'est aussi mieux dans le cycle ? Parce que quand on est sur sa règle en dépenses, eh bien, s'il y a une crise économique, on reste sur sa règle en dépenses et les recettes budgétaires, les recettes fiscales chutent, ça fait du déficit, mais ce n'est pas grave parce qu'on est toujours sur la règle en dépenses. Et donc, on est... alors, je sais, si on dépasse 3%, on est néanmoins... Enfin bon, mais c'est quand même l'esprit. Donc, c'est mieux pour la stabilisation économique. Là où c'est pas complètement, ça va complètement dans la direction de la simplification, c'est que la Commission européenne, en fait, va partir d'une analyse de la soutenabilité budgétaire.
Alors ça paraît assez logique, hein, quand on veut déterminer à quel rythme il faut baisser, à quel point c'est urgent de baisser le ratio de dette sur PIB, c'est normal de partir d'une analyse de la soutenabilité. Mais c'est un exercice qui est assez technique, que fait le Fonds monétaire international régulièrement. C'est un exercice assez technique, assez boîte noire, beaucoup plus boîte noire encore que le PIB potentiel dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, il y a un petit sujet et on a toujours cette tension entre vouloir faire quelque chose d'intelligent et faire quelque chose de simple. Deuxième critère, et je vais accélérer là, donc on voudrait une règle qui s'adapte aux situations des États membres, et là je suis complètement d'accord avec Jérôme, avec Paul. La règle du 1/20e, elle est c'est tout le monde sous la même toise, mais en fait pour les pays à très forte dette, elle est impraticable, elle est irréaliste, elle n'est même pas souhaitable, parce qu'elle plongerait les pays en récession. Donc avoir une règle qui est la même pour tout le monde, c'est satisfaisant, peut-être intellectuellement, mais si ce n'est pas crédible, c'est comme si on n'avait pas de règle. Et donc finalement, on rate l'objectif. Donc là, la Commission va dans le bon sens, au sens où cette règle de 1/20e disparaît, et il y a des groupes de pays qui sont fixés en fonction de l'exercice de soutenabilité de dette que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a des pays avec un enjeu important, un enjeu moyen et un enjeu faible. Et donc, le rythme de réduction de la dette va se déduire. Alors, troisièmement, là, je suis totalement d'accord avec Paul qui disait qu'il faut que les États s'approprient les règles et il faut du bottom-up. Et je pense que ça, c'est très important. Si c'est le pays lui-même qui propose une trajectoire de dette, et bien, il se sent un peu lié. C'est plus facile de lui montrer du doigt s'il dévie. Et puis, il connaît mieux le pays, les perspectives de croissance, etc. Là où je diffère un petit peu, c'est que c'est quand même un exercice démocratique. Nicolas l'a rappelé. Il faut faire attention. Enfin, le Conseil budgétaire indépendant, ça n'est pas la représentation nationale. Et donc, lui confier la trajectoire de déficit, plutôt la trajectoire de dépenses, la trajectoire de dette, ça me semble un petit peu problématique. Qui surveille, ça paraît tout à fait normal, mais c'est quand même, in fine, c'est comme le Parlement qui fixe, qui vote, enfin, qui pourrait voter des trajectoires pluriannuelles. Alors, la Commission européenne se rapproche de cette idée du bottom-up, mais pas complètement, parce qu'on voit qu'elle est tiraillée par certains États membres qui veulent absolument une règle qui s'applique à tous, hein, et ça pas seulement des pays frugaux, hein, c'est aussi des pays plus petits. Il faut penser, les pays plus petits, ça peut les arranger d'avoir une règle extérieure qui s'applique à eux. Et là, donc la Commission va dans cette direction, mais va proposer une trajectoire de référence. Et donc cette trajectoire de référence, c'est quand même elle qui la décide, donc elle n'est pas appropriée. Donc là, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Dernière chose, sur l'incitation à faire de l'investissement et des réformes. Donc c'est de ce dont parlait Jérôme tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment un grand pas en avant où les États vont pouvoir proposer des programmes d'investissement et de réforme qui vont justifier une trajectoire un peu différente de celle à laquelle pensait spontanément la Commission européenne. Éventuellement qui vont incorporer, même si de mon point de vue c'est pas assez, mais vont incorporer des éléments de déséquilibre. Hein. C'est pas la même chose d'avoir beaucoup de dettes quand on a beaucoup d'épargne et quand on a peu d'épargne. Aujourd'hui, les pays qui poussent l'inflation à la hausse, c'est plutôt des pays en déficit que des pays en excédent. Mais dans la période avant la crise énergétique, c'était les pays qui poussaient à la déflation, c'est plutôt les pays en excédent, mais extérieur, pas budgétaire. Donc tout ça est pris en compte, pas complètement à la racine, mais pris en compte. Alors le revers de ça, et je termine là-dessus, le revers de ça, c'est qu'on voit bien que la Commission a été un peu galvanisée par cet exercice de Next Generation EU, hein, le programme qui a été mis en place pendant la crise Covid, hein, qui est quand même un grand succès, programme de relance et d'investissement, de transition écologique, mais évidemment qui se paye. Alors, donc là, c'est des transferts européens et de l'endettement commun et aussi des dispositifs d'endettement des pays vis-à-vis de l'Union européenne. Et contre ça, eh bien, il y a une intrusion de la Commission européenne assez tatillonne. Et on ne voit pas très bien comment on sort de ce problème, parce que tout investissement n'est pas bon à prendre. C'est normal de regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et entre regarder un petit peu de quoi il s'agit et être intrusif, la ligne est assez floue. Et donc là, il y a un petit risque
que la Commission devienne très intrusive, et c'était un point que mentionnait Nicolas tout à l'heure, qui n'a pas jamais été tranché. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré. Alors je vous le rappelle, vous pouvez envoyer vos questions que je poserai aux intervenants. Mais avant ça, je vais vous demander peut-être de réagir aux différentes interventions, propositions, analyses des autres intervenants. Donc je vais à nouveau me tourner vers vous, Nicolas Carnot, pour savoir ce que vous pensiez de ce qu'ont pu proposer les autres intervenants, et peut-être avoir également votre analyse sur ces questions effectivement de coordination entre l'échelon national, l'échelon européen. Comment on peut faire, concrètement, quelle vous semble être la meilleure voie à prendre? Ok, oui, c'est effectivement une question centrale. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas parler trop longtemps. C'est une question centrale que Paul a très bien soulignée. C'est vrai que quand on refait l'histoire depuis Maastricht 92, initialement, c'était pas joué. C'est-à-dire qu'on avait un traité qui est relativement sobre, qui dit voilà, il faut un processus de surveillance commune pour maîtriser les situations de déficit, de dette excessive. Et puis on définissait des valeurs de référence, mais c'était encore assez ouvert sur la manière dont on appliquerait les choses en pratique. Est-ce que ça serait rigide ou est-ce que ça serait plus des repères en quelque sorte? Et le pacte de stabilité et de croissance, qui est un petit peu postérieur, qui date de 97, pas de 92, et les réformes ultérieures ont eu tendance à spécifier de plus en plus le système, rajouter des règles, Jérôme a bien expliqué, ce qui a empilé de la complexité. Et aussi, on est passé dans un système de plus en plus micro-manageant, intrusif, etc., etc. Donc il y a eu un peu un glissement par rapport à ce que le traité disait entièrement, et qui n'était pas forcément joué d'avance, en quelque sorte. Là, on a un mouvement de balancier qu'on observe. Et effectivement, Agnès l'a dit, les dernières propositions, elles vont dans le sens d'un rééquilibrage entre le central, l'européen, si vous voulez, et le national. Donc l'idée, c'est bien effectivement de demander à l'État membre de faire sa trajectoire. On prévoit un petit peu de flexibilité aussi pour les réformes, l'investissement, etc. Alors c'est vrai qu'on sent que... il y a un tiraillement, parce que tu l'as dit aussi Agnès, bon, il y a quand même cette histoire de trajectoire de référence de la Commission. Bon, donc il y a un point d'équilibre qui n'est pas encore bien arrêté là-dessus, mais bon, globalement, ça va dans le sens de refaire du bottom-up, effectivement. Bon, moi personnellement, je pense que ça va dans le bon sens. Sur les institutions indépendantes, qui sont aussi un élément de ce paysage un petit peu qui fait quoi, je partage ce qu'a dit Agnès, qui est important. Elles n'ont pas vocation à se substituer aux politiques, hein, donc c'est pas à elles de donner le degré d'ambition. À mon sens, elles doivent faire des choses. Peut-être elles peuvent faire un peu plus que ce qu'elles font actuellement. Elles peuvent faire deux choses. Non pas fixer les ambitions des trajectoires, mais évaluer techniquement si ce qui est proposé, les mesures qui sont, les hypothèses de croissance potentielle, etc., même si c'est très compliqué, hein, Jérôme a raison, mais quand même donner un avis sur la robustesse et les risques autour de ça, donc évaluer techniquement si c'est bien en ligne avec ce qui est dit, donc ça c'est très utile. Et la deuxième chose qui est, moi je pense encore plus importante, c'est faire de la pédagogie, c'est-à-dire faire un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour éviter les faux débats, mieux comprendre où se situent les vrais enjeux, et ça c'est très très important à mon avis comme rôle des conseils budgétaires indépendants. Voilà comment je verrai. Merci beaucoup Nicolas Carnot. Je voulais faire réagir Paul Degros également à ce qu'avaient pu dire les autres intervenants. Je ne sais pas si on le voit, pas encore. Oui, ok. Non. On vous voit, c'est bon. Donc je voulais vous faire réagir à ce qu'ont dit les autres intervenants, et également vous demander, parce que vous parliez de sanctions qui ne devaient pas être contraignantes et réservées aux cas extrêmes, si c'était possible peut-être de développer un peu ça. Comment faire pour avoir des règles crédibles finalement si on n'a pas de sanctions efficaces? C'est un petit peu le problème qui s'est posé ces dernières années. Je voudrais tout d'abord réagir à ce qui a été dit en ce qui concerne donc la nouvelle règle qui est proposée et d'employer la dépense au lieu de
la solde structurelle. En principe, oui, ça semble être plus avantageux que ce que nous avons fait dans le passé, mais il me semble quand même qu'on aboutit à des mêmes problèmes, puisque, si je comprends bien, cette nouvelle règle est en fait une règle qui nous dit qu'il faut augmenter les dépenses en fonction de l'évolution du PIB potentiel. Donc, c'est par rapport au PIB potentiel qu'il faut juger si oui ou non les dépenses sont trop fortes, augmentent trop fortement ou pas. Et là, je crois qu'en fait, on aboutit au même problème. Comment peut-on calculer le PIB potentiel? C'est en fait le problème clé dans la règle du solde structurel, et ça reste toujours le problème clé dans cette nouvelle règle de dépenses. Donc, je ne vois pas très bien comment on résout ce problème que nous avions avec la solde structurelle en reprenant les dépenses comme règle. Donc là, peut-être que Agnès peut nous expliquer quelle est la différence, mais je ne vois pas trop bien où se trouve la différence, puisqu'il faut calculer de même façon le PIB potentiel. Et nous savons que c'est très difficile à le faire. Il y a beaucoup d'hypothèses à élaborer, et donc il y a une grande incertitude, et il faut faire les corrections a posteriori, étant donné que très souvent on a fait des erreurs. Voilà, c'est ce que je voulais énoncer en ce moment. En ce qui concerne l'autre problème, donc comment vous voulez reformuler votre question parce que ça m'échappe en ce moment. Oui, je vous posais une question à propos des sanctions. Il me semble que vous disiez qu'elles devaient être utilisées que dans des cas extrêmes. Finalement, elles ont été rares, enfin, elles ont quasiment jamais été utilisées, il me semble. Donc, pourquoi vouloir encore les alléger? Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire les renforcer pour les rendre plus crédibles? Parce que si des sanctions ne sont jamais utilisées, à quoi bon? Mais le problème essentiel de sanctions, c'est que il n'y a pas de cour au-dessus des nations qui peut imposer des sanctions. Ce sont en fait des sanctions qui sont décidées par ceux qui pourraient être sanctionnés. Et cela pose un grand problème, et c'est la raison pourquoi ça n'a jamais été appliqué. Donc, essayer de refaire tout cela me semble être très difficile. J'oserais dire qu'il faut envisager tout cela pour des situations exceptionnelles. Donc, prenons un cas comme la Grèce, tel que tout cela est révélé au moment, donc en 2010, des situations exceptionnelles. C'est à ce moment-là qu'on pourrait envisager l'emploi de sanctions. Mais en général, je dirais non, il faut pas employer cet instrument, ça n'a pas de sens, ça ne marchera jamais. Et l'histoire nous dit qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner. Merci beaucoup, Paul Degros. Je vais inverser un peu l'ordre, du coup, comme vous êtes adressé directement à Agnès Benassi-Kiri pour lui demander plus de précision. Donc, je vous laisse réagir. Merci beaucoup. Alors oui, je confirme que le calcul du PIB potentiel est un exercice difficile, périlleux. Tout le monde n'est pas d'accord. Je pense qu'on peut le résumer en disant c'est la croissance pluriannuelle à laquelle on s'attend en moyenne sur les 5 prochaines années. C'est ça, en fait, la croissance potentielle. Il faut un peu la désacraliser. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une marge d'erreur, mais on peut incorporer cette marge d'erreur dans la règle en dépenses. C'est-à-dire que si on pense que la croissance potentielle est de 1,3% et qu'on veut baisser le ratio de dette sur PIB, on ne fait pas croître les dépenses à 1,25%. Et on la met nettement en dessous pour avoir une marge. Et ça me paraît moins grave que le solde structurel. Alors là, c'est un peu technique, mais c'est parce qu'avec le solde structurel, on empile deux incertitudes. L'incertitude sur la croissance potentielle et l'incertitude sur comment réagit en temps normal le solde budgétaire à l'écart de production, à l'écart entre la production et la production potentielle. Et ça aussi, c'est une énorme incertitude, presque encore pire que la première. Et donc là, au moins, on a une incertitude de moins, mais c'est vrai qu'il nous en reste une.
Il nous en reste une. Alors sur les sanctions, peut-être un petit mot, parce que je trouve la discussion intéressante. Moi, il me semble que l'appropriation des règles, notamment par le politique, d'où l'importance de l'impliquer, c'est de nature à produire des sanctions si on dévie par rapport à la règle. Normalement, si l'exécutif dévie par rapport à la règle qui a été votée, eh bien, il devrait y avoir une sanction politique. Alors, je sais qu'en France, on ne réagit pas beaucoup quand on voit du déficit. Et on voit rarement des manifestations contre le déficit. Mais il devrait y avoir normalement une sanction nationale à partir du moment où la règle a été appropriée. C'est pour ça que c'est un si grand enjeu. Par ailleurs, la Commission propose un système d'incitation au sens où, eh bien, si on joue le jeu avec la règle, avec on fait les investissements qui étaient prévus, etc., on a droit à un petit peu plus de marge de flexibilité. Alors, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, je ne sais pas, mais ce que dit Paul est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'on empêchera, il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui va sanctionner, qui a le droit de sanctionner, c'est les pairs qui sanctionnent, et on est avec ça depuis le début, on va y rester. Merci Agnès. Donc, oui, Jérôme Kriel, je vais vous laisser également réagir aux propos des autres intervenants. Et je voulais également rajouter une question, savoir est-ce qu'il faudrait, en plus de meilleures règles budgétaires, une meilleure coordination entre les politiques budgétaires et la politique monétaire? Oui, alors merci Philippine, on n'avait pas répété a priori, donc c'était un peu là-dessus que je voulais revenir, parce qu'en mélangeant les quatre approches qui ont été les nôtres, on semble être, je crois, tous d'accord pour assouplir les règles, et il y a peut-être une raison fondamentale au fait qu'on ait l'idée qu'il faille les assouplir, c'est aussi que depuis 2020, il n'y a plus de règles. En quelque sorte. On a suspendu le fonctionnement du pacte de stabilité et de croissance dans son volet préventif pour faire face aux différentes crises que nous subissons. J'ai déjà parlé du Covid et puis la crise énergétique ou la crise géopolitique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc jusqu'à la fin de l'année prochaine, les règles budgétaires dont on parle, elles sont entre parenthèses. Donc ce dont on vous parle là, c'est des règles qui pourraient prévaloir à partir du 1er janvier 2024. Ça nous laissera peut-être l'opportunité d'en reparler dans un an si vous avez envie de revenir. Alors pourquoi est-ce que j'en reparle? Parce qu'on n'a pas eu de règles et en réalité, on n'a pas rencontré de problème d'insoutenabilité de nos dettes publiques. Et le fait que la Commission européenne soit très soucieuse d'assurer la stabilité des ratios de dette publique pourrait rentrer un peu en contradiction avec le fait que je viens d'énoncer. On a vu les dettes publiques s'empiler, comme le disait Agnès, crise après crise en France, et pour autant, on ne rencontre pas de problème de financement des nouvelles émissions de dette publique. Les taux d'intérêt ont certes augmenté, mais ils ont augmenté parce qu'on a de l'inflation aussi, et que les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ont également augmenté. Et j'en viens donc à ma Banque centrale européenne. Une des raisons qui a peut-être prévalu au fait qu'on n'a pas rencontré de problème de finances publiques depuis 2020, malgré des politiques budgétaires très expansionnistes, c'est qu'on a été protégé par des politiques monétaires ultra expansionnistes, au moins jusqu'en juin 2022, avec des taux d'intérêt qui étaient négatifs, avec des achats de dettes publiques par la Banque centrale européenne qui se sont faits dans des proportions astronomiques. Toutes les dettes publiques qui ont été émises par les États membres pour faire face à la crise de Covid ont été achetées par la Banque centrale européenne. Elle a servi finalement de facto de prêteur en dernier ressort avant que ce soit nécessaire. Donc cette coordination entre une politique monétaire très expansionniste et des politiques budgétaires très expansionnistes, elle a fonctionné et elle doit certainement être au cœur des réflexions pour aller un peu plus loin dans le futur. Comment est-ce qu'on coordonne au mieux les intérêts de la zone euro entre tous les outils qui sont à disposition des autorités publiques, les gouvernements qui ont des outils budgétaires, des dépenses, ils ont des outils fiscaux, et puis la politique monétaire qui peut utiliser ses taux d'intérêt, ces politiques non conventionnelles qui font partie de sa boîte à outils, de telle sorte à ce qu'on puisse avoir un niveau de PIB qui soit conforme au PIB potentiel si on a réussi à le calculer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On va avoir besoin aussi à partir de 2024 d'une meilleure coordination entre politique budgétaire et politique monétaire. Il y a eu un autre élément qu'a rappelé Agnès, c'est Next Generation EU. Donc il va y avoir une conférence juste après nous
consacré à ça, donc je ne vais pas en parler trop. Je voudrais juste vous dire, donc juillet 2020, les chefs d'État et de gouvernement, ou les ministres des Finances, je ne sais plus à quel niveau c'était, décident qu'on va faire un grand plan de relance européen, dont vous avez certainement entendu parler, 750 milliards d'euros pour les Européens, pour avoir une reprise économique après le Covid, on est en 2020, et pour rendre nos économies résilientes. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si justement ça a été un succès, parce que Agnès dit ça a été un succès, mais ça a à peine commencé. Ça a été décidé en 2020, en plus décembre 2020, les fonds ont commencé d'arriver en 2021, on n'est qu'en 2022. Sur ces fonds, la moitié sont des transferts qui seront financés plus tard, entre 2028 et 2058. Donc voilà, on a le temps de voir venir. Mais il y a aussi des prêts. Et sur le volet prêt, qui est la moitié des 750 milliards d'euros, il n'y a que 5 États membres sur 27 qui ont demandé les prêts. Les autres, ils ne les ont même pas demandés parce que pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Ça va peut-être finir par les intéresser parce que les taux d'intérêt montant, il faut peut-être mieux se protéger en trouvant des prêts dont le coût, vu le financement par la Commission, est plus faible que par une émission domestique, leur permettra donc de pouvoir financer quelques dépenses. Mais Next Generation EU, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. C'est un succès politique, ça mérite désormais de devenir un succès économique pour qu'on soit assuré qu'en grossissant notre budget commun, on remplisse effectivement les objectifs qu'on s'était assignés. Parce que si l'on y parvient, et c'est un élément qui ne figure pas pour l'instant dans la proposition de la Commission, peut-être que ça vaut le coup d'avoir une capacité budgétaire commune, d'augmenter notre budget européen pour financer en commun les dépenses dont on a besoin pour notre transition écologique. Mais avant de passer par là, il faut prouver que Next Generation EU a marché, sauf que Next Generation EU, c'est parti pour durer 7 ans, donc on en saura plus d'ici 5 ans. Il y a une dernière chose que je voudrais dire avant de laisser le micro, c'est qu'il y a une institution européenne dont on n'a pas du tout parlé, on a beaucoup parlé de la Commission, puisqu'elle fait une proposition. On a bien dit qu'on l'a trouvée un peu intrusive, c'est vrai qu'elle a l'air d'être en top-down approach, et moi je souscris à ce que disait Paul sur le bottom-up, mais on ne parle pas du tout du Parlement européen. Le Parlement européen est toujours négligé, il est évoqué une seule fois dans la proposition de la Commission européenne, et c'est à propos des sanctions, donc je reboucle quand même, ne vous inquiétez pas. Il y a une sanction qui serait créée, qui serait jugée plus intelligente par la Commission, qui consisterait pour le Parlement européen à obliger un ministre des Finances qui ne respecterait pas les nouvelles règles budgétaires européennes, si elles sont adoptées, à venir s'en expliquer pour s'excuser auprès du Parlement européen. Donc le Parlement européen, il sert à quoi? Il sert de chambre d'humiliation des ministres des Finances, sachant que cette disposition existe déjà, mais qu'elle n'est pas systématique. Le Parlement européen peut demander à entendre un pays qui enfreint les règles du pacte de stabilité et de croissance, et le ministre des Finances doit se pointer et expliquer pourquoi il s'est trompé, pourquoi il fait des déficits excessifs. Il parle à tête basse, et puis quand la porte est fermée, il dit « tout ce qu'ils m'ont dit, ça ne m'intéresse pas, je rentre à la maison ». Là, ça deviendrait systématique. Mais on ne parle du Parlement européen dans sa dimension démocratique que comme chambre d'humiliation. Je pense qu'il serait important aussi qu'il y ait une meilleure coordination ouverte des politiques budgétaires des États membres entre eux et qui pourrait se passer devant le Parlement européen. Pourquoi est-ce que ça pourrait aussi se passer devant le Parlement européen? Ça se passe devant les parlements nationaux. Quand la loi de finances est discutée, elle l'est devant le Parlement national et c'est bien normal et c'est bien important. Ça doit rester. Mais les politiques budgétaires que mènent les différents États membres ont des conséquences sur leurs partenaires dans la zone euro. On l'a rappelé, on partage la même monnaie, on partage la même politique monétaire. Si l'un dévie sa trajectoire, il peut entraîner avec lui les autres. Si la France fait trop de politique budgétaire expansionniste, ça peut générer trop d'inflation dans la zone euro. Au regard de son poids, c'est mauvais pour la zone euro. Si l'Allemagne ne fait pas assez de relance si c'est nécessaire, eh bien ça peut entraîner, comme le rappelait d'ailleurs Agnès, une désinflation européenne. Donc il n'y a aucune envie de voir les politiques budgétaires être discutées dans une arène démocratique européenne, de telle sorte à ce qu'on comprenne les uns les autres quels sont les bénéfices et les désavantages des politiques budgétaires nationales qui sont menées pour les autres partenaires. Ça se passe en Conseil ECOFIN, derrière des portes fermées, et nos représentants au Parlement européen n'en entendent pas parler. Je pense que ça manque un peu dans les propositions de réforme. Merci.
Merci Jérôme Kriel. Alors on a pas mal de questions du public, donc on va bientôt passer aux questions, mais je voulais vous laisser peut-être une dernière occasion de revenir, peut-être si vous souhaitiez revenir sur un point évoqué par un autre intervenant, ou on passe aux questions? Super. Alors, donc je voulais prendre une première question qui revenait un petit peu sur votre première intervention, Nicolas Carnot. Donc une personne dans le public nous demande quels sont les risques encourus par les pays avec des dettes de plus en plus importantes. Finalement, c'est vrai qu'on a vu les pays européens, et pas seulement européens, s'endetter à tour de bras pendant la crise du Covid. Et pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe. Quels sont vraiment les risques? Est-ce que vous pouvez analyser un petit peu ce point? Oui, bien sûr. Oui, c'est une bonne question parce que les gens se disent, regardez, on nous avait annoncé des catastrophes en cas de hausse de l'endettement public. Là, avec la Covid, on les a considérablement augmentés. Puis, vous voyez, il ne se passe rien. On comprend bien que ça a quelque chose à voir quand même avec les taux bas, la politique monétaire, le fait qu'elle a été extrêmement expansionniste, mais quand même cette question reste. Alors à l'inverse, on a eu ce qui s'est passé il y a une douzaine d'années avec les crises de la dette dans la zone euro, et puis plus généralement l'expérience mondiale sur les crises de dette souveraine. Donc on voit bien qu'il peut... Alors, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, le mécanisme, il est que le problème se pose quand plus personne ne veut acheter votre dette. Donc la dette, ça tourne, ça roule. Il faut financer le nouveau déficit, mais il faut surtout refinancer la dette qui arrive à échéance. Donc chaque année, il y a des programmes d'émission, en France, l'Agence Trésor, etc., avec des flux considérables d'émissions de dette. Le renouvellement de la dette existante compte d'ailleurs souvent plus que le déficit. Voilà, donc il faut trouver des investisseurs privés en général, surtout si on ne veut pas tomber dans cette situation où c'est forcément la Banque centrale parce que là, ça serait la situation que j'avais décrite initialement de dominance monétaire. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles la Banque centrale achète de la dette publique, elle l'a fait, quantité de easing, mais ça, c'était plutôt lié à sa mission d'inflation. En tout cas, la Banque centrale européenne, la Fed, etc., l'ont toujours présenté comme ça. Et elles font très attention à le présenter comme ça. On voit bien d'ailleurs sur ce point-là que la configuration, par rapport à ce que disait Jérôme, la configuration a bien changé là, depuis un an, avec le retour de l'inflation. Donc, et que les banques centrales dans le monde apparaissent extrêmement soucieuses de montrer que on ne va pas refaire exactement le scénario des années 70. Non, elles sont là pour combattre l'inflation. Donc en ce moment, elles envoient un message très fort que c'est ça notre objectif. En zone euro, c'est compliqué. Il y a cette question des spreads. Alors la Banque centrale européenne a en même temps ajouté son instrument de protection de la transmission de la politique monétaire en juillet dernier, qui fait le lien d'ailleurs avec les conditions budgétaires. Mais c'est quand même une zone grise. En principe, la Banque centrale s'occupe d'inflation. Voilà, donc les conséquences en cas de crise de la dette, elles sont assez désastreuses en général. Ça peut être, en général, c'est un mix d'austérité très brutale dans le pays concerné. Les créanciers, bien sûr, peuvent subir des pertes. Et puis, dans le pire des cas, je le disais tout à l'heure, ça peut conduire à remettre en cause l'intégrité même de la zone euro. Donc, c'est quand même une question qui est apparue dans le cas de la Grèce et qui est assez essentielle. Merci beaucoup, Nicolas Carnot. Je ne sais pas si les autres... Agnès, vous voulez... On a un petit exemple récent quand même où ça a tremblé, c'est le Royaume-Uni, avec le mini-budget, qui était en fait un maxi-budget, qui a failli déclencher une crise financière parce que le système est gorgé de dettes publiques. Et quand les fonds de pension se sont mis à vendre, le prix a baissé. Et il y a eu une obligation de la Banque centrale britannique d'intervenir sur le marché, alors qu'elle voulait précisément faire l'inverse pour lutter contre l'inflation. Donc on voit vraiment concrètement comment les choses peuvent se retourner très, très rapidement. Et là, l'enjeu pour tous les pays, c'est ces fameux taux d'intérêt dont parlait Jérôme tout à l'heure. On a bénéficié de taux d'intérêt très bas depuis très longtemps, donc tout le monde montrait que la dette augmente. Oui, mais les dépenses d'intérêt de la dette diminuent, donc il n'y a pas de problème. Mais sauf que ce qui nous attend maintenant, c'est une hausse des taux d'intérêt, pas seulement nominaux, mais réels, pour lutter contre l'inflation, même si à très court terme, ils sont négatifs, parce que la politique monétaire ne s'ajuste pas si vite, heureusement d'ailleurs. Et puis on peut espérer que l'inflation va se calmer un petit peu.
Et de l'autre côté, une croissance qui faiblit. Et donc, si vous, vous êtes endetté à 2%, vous êtes endetté à 1% et vos revenus augmentent de 2%, il n'y a pas de problème, vous vous enrichissez. Mais par contre, maintenant, si le taux d'intérêt est de 2% et que vos revenus augmentent de 1%, ça ne va plus. C'est exactement ce qui risque de se passer. Merci Agnès. Je ne sais pas si Paul Degros voulait intervenir parce qu'on voyait son visage en visio et là on ne le voit plus. Oui, j'aimerais ajouter cet élément qui consiste à se demander ce que la Banque centrale européenne fera de cette dette qu'elle a achetée pendant les années précédentes. Comme le disait Jérôme, depuis la crise de 2020, la Banque centrale européenne a en fait acheté l'équivalent des déficits budgétaires des pays membres. Et donc, en ce moment, la BCE a dans son portefeuille à peu près 20 à 25% de toute la dette de tous les pays de la zone euro. Donc, c'est quand même considérable. Alors, la question qui se pose, que fera la BCE? Jusqu'à présent, elle a dit, au moment où une obligation, disons, une obligation d'État de la France vient à échéance, la BCE achète l'équivalent de titres d'État français, de sorte à maintenir le niveau de la dette qu'elle détient dans son bilan. Mais la question est de savoir que fera la BCE plus tard. Est-ce qu'elle va faire comme la Federal Reserve, c'est-à-dire vendre cette dette à nouveau, ce qui voudrait dire à ce moment-là que la pression budgétaire réapparaît, puisque ça se fera à un moment où les taux d'intérêt seront plus élevés. Donc, il faudra que chaque État émette la nouvelle dette pour substituer à la dette qui était détenue par la Banque centrale européenne à des tarifs moins avantageux. Donc ça, c'est un problème qui se posera à ce moment-là et qui pèse en fait sur l'évolution future de la dette. Parce qu'il faut admettre aujourd'hui, aussi longtemps que la Banque centrale européenne détient la dette des États membres, cette dette n'existe plus de façon économique, puisque ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand le trésor d'un pays paye l'intérêt à la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne repaye le trésor. Donc, il y a un flux d'intérêt qui fait de sorte que cette dette ne pèse plus sur les finances publiques des États membres. Mais au moment où la Banque centrale européenne vend cette dette dans les marchés, ce mécanisme disparaîtra et il y aura à nouveau donc la pression qui pèsera sur les pays et surtout les pays à risque. Voilà, c'est un problème qui se pose. Mon idée, c'est que, comme on dit en anglais, bygones are bygones. Donc, la Banque centrale européenne maintient tout cela dans son portefeuille et si à un certain moment, elle doit installer une politique monétaire plus restrictive, elle pourrait employer d'autres instruments, par exemple augmenter les réserves obligatoires des banques, de sorte à avoir comme effet de diminuer la masse monétaire effective dans le système. Mais voilà, c'est une idée que j'ai, mais qui n'est pas nécessairement une idée qui sera appliquée. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas si, Jérôme, vous souhaitiez apporter un élément de réponse supplémentaire ou si on passait à une autre question. Alors, je voulais vous poser une question du public qui me paraissait intéressante car très opérationnelle. Comment la France pourrait revenir à un endettement représentant 60% de son PIB et dans quel délai? Je ne sais pas qui souhaiterait. Bon, alors c'est sûr que ça paraît un peu de la science-fiction puisque nous avons présenté un programme
budget pluriannuel qui a été rejeté par le Parlement, et il proposait simplement de stabiliser la dette et de la faire baisser un petit peu à la fin de la période pluriannuelle. Donc on est très très loin du consensus. Moi je pense qu'il y a un problème de consensus politique. C'est-à-dire que, et là on voit un peu les effets du Covid aussi, hein, c'est notre Covid long à nous, qui est que tout le monde s'est rendu compte d'un seul coup il y avait de l'argent qui sortait des caisses, et pour aider l'économie à traverser cette période de gel de l'économie, et avec un certain succès, hein, puisqu'on voit que les entreprises sont restées debout, il y a eu même moins de faillites que d'habitude, on voit qu'il y a eu des exercices contrefactuels qui ont été faits par le CEPREMAP et qui ont montré qu'il y aurait eu encore plus de dettes si on avait moins dépensé, ce qui paraît curieux, hein, mais c'est parce que l'économie se serait effondrée. Donc tout ça était plutôt une bonne politique, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne politique dans la mesure où on rabat les voiles une fois la crise passée pour préparer la suivante. Et voilà, et on a du mal à passer à cette deuxième phase. D'accord, merci. Je sais pas si... Oui, Nicolas, vous voulez... Oui, non, effectivement, on est très loin, très au-dessus des 60. Le point important, c'est d'arriver quand même à baisser la dette dans les périodes normales, entre guillemets. Bon, pas quand on est à des niveaux très faibles, mais... donc, on le disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas de niveau magique, il n'y a pas 60%, clairement, c'est un petit peu décalé. Et de fait, même si, comme a dit Jérôme, le traité, le protocole plus exactement, ne sera pas rouvert sur les valeurs de référence de 3% à 60%, bon, on a bien compris qu'en pratique, 60%, il était là comme une référence, et que ce qui importait, ce n'était pas tant cette valeur-là que le mouvement, la direction. Donc, ce qui serait demandé aux États membres, c'est de construire cette fameuse trajectoire de dépenses, alors nette des mesures en prélèvement obligatoire, pluriannuelle, de façon à se positionner, sauf gros choc, dans une trajectoire descendante. Et c'est important pour des pays comme l'Italie, comme la France, pour d'autres, qui, comme ça a été dit aussi, depuis 30-40 ans, ont vu leur dette fonctionner par effet palier successif. C'est-à-dire ça, au mieux, on arrive tout juste à stabiliser en bout de cycle favorable. C'est un peu ça qui se passe. Et puis après, ça remonte par palier, évidemment, ce qui est naturel dans les périodes de crise. Donc, cette capacité à démontrer malgré tout qu'on stabilise et on baisse un peu quand ça ne va pas trop mal, c'est ça qui est important, parce que sinon, ça se passe bien jusqu'ici, mais il y a quand même un moment où la crédibilité du système va vraiment être très compliquée à maintenir. Merci Nicolas. Je ne sais pas si Jérôme, vous souhaitiez... Peut-être un mot de complément pour dire que justement cette histoire de trajectoire, c'est vers la cible de référence, mais à un rythme potentiellement lent, parce que dans la proposition que fait la Commission, on parle de quelque chose qui vraiment a été communiqué il y a une semaine, qui va peut-être disparaître de l'agenda politique dans 3 semaines, mais si ça y reste, la trajectoire, elle est calculée sur 4 à 7 ans. Et donc le changement fondamental, si on pouvait avoir une petite note optimiste, c'est que si le pacte de stabilité et de croissance était réappliqué au 1er janvier 2004, à la fin de l'année 2024, merci Agnès, à la fin de l'année 2024, il aurait fallu, dans la version qui existe aujourd'hui, réduire la dette d'un 20e, automatiquement. Ce qui est beaucoup pour un pays comme l'Italie, qui est à quoi, 160% du PIB, donc qui a 100 points de PIB de trop par rapport à la cible. Ce pays devrait faire une austérité budgétaire considérable. Si la proposition de la semaine passée de la Commission européenne est mise en œuvre, l'Italie aura entre 4 et 7 ans pour montrer qu'elle a commencé de tendre vers la référence, un rythme pour l'instant tellement vague qu'il est qualifié de satisfaisant. Ce rythme-là devra être cohérent avec les besoins de réforme identifiés par la Commission européenne et par le gouvernement italien, par les besoins d'investissement identifiés par la Commission et par le gouvernement italien. Donc on a aussi à la fois du temps pour voir revenir les finances publiques à leur référence, mais beaucoup de temps, et surtout prise en considération des besoins spécifiques des États qui vont bien au-delà de leurs seules finances publiques.
Donc il y a quand même des marges de manœuvre par rapport à ce que l'on connaît dans la mouture actuelle. Merci beaucoup, Jérôme. Je ne sais pas si, Paul, vous souhaitiez ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? Oui. D'accord, merci. Alors, je vais sélectionner une question un petit peu politique. Donc, une personne dans le public demande comment gérer la défiance des citoyens à l'égard de la Commission européenne, des règles budgétaires et de la perte de souveraineté nationale. C'est vrai qu'on a pu voir monter un sentiment eurosceptique, on a pu voir ce sentiment monter au fil des élections, notamment en France. Comment gérer ça? Alors, je n'ai pas regardé récemment l'Eurobaromètre, mais il me semblait que la défiance par rapport aux institutions européennes était moindre par rapport à la défiance aux institutions nationales. Donc, en particulier, alors peut-être ça va changer, hein, mais il y avait une certaine confiance dans la BCE, ce qui était intéressant. La Commission européenne, je ne sais plus. Tu sais, toi? Voilà, donc après, je pense qu'il faut vraiment s'approprier les sujets européens. Les sujets européens, c'est les nôtres, c'est pas l'étranger, hein, le Bruxelles. C'est notre. C'est tellement. Regardez ce qui s'est passé sur le numérique. Ça a un impact tellement fort. Hein, les deux règlements sur le numérique qui ont été votés. Ça a un impact extrêmement fort sur notre vie quotidienne. Donc je pense qu'il faut véritablement que le citoyen s'empare de ces sujets, que les médias s'en emparent aussi, comme vous faites, de manière mais beaucoup plus quotidienne en fait. Alors, Nicolas, tu voulais réagir, mais merci Agnès. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de défiance des citoyens européens envers la Commission, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est plus avec la Commission et le fonctionnement de la Commission qu'on a connu après la crise financière internationale, qui a eu la volonté de voir les États membres mener des politiques d'austérité budgétaire relativement rapidement, voire et trop rapidement, pour revenir dans les clous du pacte de stabilité et de croissance et de toutes ces règles dont on vous abreuve depuis plus d'une heure. On n'est plus du tout dans cette logique depuis 2015. Ce n'est pas juste le Covid. Depuis 2015, il y a un assouplissement des commissaires européens à propos des questions de finances publiques qui ont donné de nombreuses marges de manœuvre à nos États membres pour financer les investissements dont nos États membres jugeaient qu'ils étaient nécessaires pour leurs citoyens. On a eu un plan Juncker sous la présidence de la Commission européenne par M. Juncker. On a eu la volonté par Mme von der Leyen de lancer un European Green Deal pour favoriser des dépenses en faveur de la transition écologique. Ce programme-là, évidemment, a été un peu mis entre parenthèses du fait de la crise sanitaire que nous subissons, mais la Commission européenne et les États membres ont été ultra réactifs. Il faut peut-être rappeler juste une chose. Pendant longtemps, on méprisait beaucoup d'académiques, beaucoup de personnes qui réfléchissaient sur les politiques budgétaires, les jugeaient inefficaces, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi et principalement parce qu'elles étaient menées à contre-temps. Ça mettait énormément de temps de préparer une loi de finances, la passer au Parlement et l'appliquer, avec le risque que vous décidiez de faire une politique budgétaire expansionniste pour faire face à une récession et que vous augmentiez vos dépenses alors que la récession était déjà derrière vous. Donc elle ne vous aidait pas à en sortir puisque vous en étiez déjà sorti, il vous fallait 2 ans. Donc il fut un temps où c'était peut-être très lent, le processus budgétaire était très lent. Depuis 2015 et surtout depuis 2020, les politiques budgétaires, elles sont presque aussi réactives que la politique monétaire. Qu'est-ce que c'est qu'être réactive en termes de politique monétaire? Les banquiers centraux, ils s'appellent au téléphone, s'ils ne peuvent pas se voir, et ils décident de modifier les taux d'intérêt dans la demi-heure. Ça se fait immédiatement. Les gouvernements se sont réunis très tôt en février-mars 2020 pour réagir à cette crise. Et ceci avec le soutien de la Commission européenne. Donc je ne dis pas que tout est rose dans la façon dont nos politiques économiques sont menées, mais en tout état de cause, c'est mené de manière beaucoup plus réactive et sans doute beaucoup plus adaptée à nos besoins que ça n'a pu l'être dans un passé récent. Merci beaucoup, Jérôme. Je ne sais pas si, Paul, vous souhaitiez ajouter quelque chose ou non? Non, je crois que tout a été dit, donc prenons une autre question. Oui. D'accord, merci. Alors j'avais une question qui allait un petit peu à l'opposé de la précédente, d'une personne du public qui demandait finalement, pour faire face aux crises, est-ce qu'on ne devrait pas déléguer plus à l'Europe? Donc ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a
pu peut-être entendre jusqu'ici. Est-ce que vous avez une réponse, une réaction à cette proposition? Paul? Oui, il y a un paradoxe, mais peut-être que ce n'est pas vraiment un paradoxe. Il y a certaines matières qui introduisent des externalités, par exemple le réchauffement. Et là, bien sûr, c'est évident qu'il faut déléguer les décisions à un niveau plus élevé, puisqu'on ne peut pas maîtriser soi-même. Il faut donc le faire avec les autres. Et donc là, c'est clair qu'il faut déléguer à des institutions européennes et sans doute, dans certaines matières, dans des institutions mondiales. Il y en a d'autres où il ne faut pas du tout le faire. Donc, quand il s'agit, par exemple, ça a été aussi mon plaidoyer, quand il s'agit de programmes de soutenabilité de la dette, eh bien, ça peut se faire au niveau national. Il faut bien sûr une certaine coordination, mais là, on peut en fait revenir à, disons, des mécanismes de décision plutôt nationaux, mais quand il s'agit de matières avec de grandes externalités, il faut déléguer à un niveau supérieur. Merci Paul. Personne d'autre ne souhaitait... alors une question technique. La dépense publique engendre-t-elle systématiquement un accroissement du ratio dette sur PIB? Oui. De façon mécanique, oui. De façon comptable, oui. Alors après, c'est oui et non à cause du fameux débat sur le multiplicateur budgétaire. Puisque, bon, donc de façon directe, évidemment, oui. Si on tient compte des effets indirects, c'est plus compliqué parce que, en général, il va y avoir un effet positif donc, de relance sur l'activité économique qui peut être variable suivant les circonstances. C'est le fameux multiplicateur keynésien. Il peut être plus ou moins élevé selon qu'on est dans une économie déprimée ou pas, selon ce qu'on stimule ou pas, etc. etc. Donc il va y avoir des retours positifs via l'activité et via notamment les recettes supplémentaires ou les moindres prestations de chômage qu'on peut verser. Ça se complique encore un peu plus si on distingue suivant les horizons temporels, hein, puisque les mécanismes que je décris, un horizon d'un trimestre, un horizon d'un an, un horizon de 5 ans, etc. etc. Donc il y a toute une discussion. In fine, là, je ne sais pas si on va être entièrement d'accord, in fine, sauf effet particulièrement favorable sur l'efficacité économique de certains investissements qui permettent d'augmenter tant la croissance potentielle qu'on a des effets retour positifs, in fine quand même, en général, 1 euro de dépenses supplémentaires, ça finit quand même par augmenter la dette, même quand on tient compte des effets positifs. En tout cas, ça c'est mon avis. D'accord, merci Nicolas. Est-ce qu'il y a un autre avis? C'est un peu le rêve de tous les responsables politiques. C'est qu'en augmentant les dépenses, on réduit le déficit, ou c'est quand on baisse les impôts, on augmente les recettes fiscales. Et c'est quand même très rare. Merci beaucoup Agnès. Peut-être une dernière question. Actuellement, quel pays serait le plus apte à retrouver une trajectoire plus soutenable de ses finances publiques dans les pays de la zone euro? Quels sont peut-être ceux qui ont fait entre guillemets le plus d'efforts dans les pays qui avaient un fort endettement? Comment ils ont réussi à le faire? Est-ce que... Pardon, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir la question, parce qu'il y a un pays qui va vite revenir dans les clous, qui est l'Allemagne, oui, comme d'habitude. Oui. mais alors, votre question, ce serait parmi ceux qui sont très très loin? C'est ça. Est-ce qu'il y en a vraiment qui ont réussi à... La Belgique. Voilà. Le Portugal. Le Portugal. Le Portugal. Et comment? Mais ils ont un peu la chance aussi, hein, donc... ça ne va pas très bien dans la zone euro, mais au Portugal, avec le tourisme, il y a un boom touristique qui a comme effet d'augmenter les revenus et le PIB aussi d'ailleurs. Et cela a rendu possible pour le gouvernement portugais de s'installer sur une trajectoire de diminution significative
de la dette par rapport au PIB. Donc ça m'a surpris quand même. Et donc le Portugal est un des pays à risque qui en fait est en train de s'installer parmi le groupe de pays pour lesquels on a moins de risques. Merci beaucoup, Paul De Graux. Voici venu le moment de mettre un terme à cette conférence, malheureusement, même s'il y a encore plein de points sur lesquels on aurait pu revenir. En tout cas, je vous remercie tous les quatre pour ces échanges. Et je remercie également le public. On n'a pas pu poser toutes les questions. Je suis désolée, il y en avait énormément. Mais merci à vous d'être intervenus pendant ce débat. Au revoir et bonne journée.